et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Retour sur la 32e réunion de l'Ocean Energy System qui réunissait 24 pays à Monaco en ce début de semaine. Nous vous ferons visiter la 12e édition du salon Ever consacré aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques. Le ministre d'État est allé à la rencontre des forces de police. Le studio de Monaco propose cette semaine une pièce d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant. Nous avons assisté aux répétitions et nous refermerons ce journal avec le concert de clôture du Printemps des Arts. La 32e réunion de l'Ocean Energy System s'est tenue en ce début de semaine en principauté. Les délégués des 24 pays membres de l'organisation se sont réunis au Novotel en présence du prince souverain. Le reportage de Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia. L'Ocean Energy System a été fondé en 2001, la principauté a rejoint l'OES en 2013. C'est une initiative technologique internationale consacrée à l'énergie marine. Ce groupe de travail dépend de l'Agence internationale de l'énergie à Paris. L'objectif de l'Ocean Energy System est de promouvoir le développement des technologies et surtout le partage des informations entre les différents pays membres et faire en sorte que l'énergie provenant de la mer soit incontournable dans le futur. L'énergie des océans a le potentiel de fournir plus de 300 gigawatts d'ici 2050. Mais cela ne pourra fonctionner qu'avec une collaboration internationale. Il faut se réunir entre pays pour partager les informations sur le développement des technologies, la législation. On doit collaborer ensemble pour accélérer la progression de l'énergie des océans. Il y a plusieurs sources d'énergie tirées de la mer. Les vagues, la température de l'océan, les marées, la salinité et les courants. Beaucoup de pays sont vraiment intéressés, mais il y a beaucoup de challenges à relever. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rassembler les pays. Monaco joue un rôle important pour le partage des informations afin d'avoir à terme une énergie des océans dans le futur. Cette réunion a été pilotée par le Comité national monégasque du Conseil mondial de l'énergie en partenariat avec le gouvernement et la Fondation Prince Albert II de Monaco. À cette occasion, le président de l'Ocean Energy System a remis le rapport annuel au souverain. Pour finir, il faut savoir qu'à Monaco, 20% de l'énergie consommée émane de la mer. Toujours dans le domaine des énergies vertes, le salon Ever Monaco vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Depuis 12 éditions, il se consacre aux énergies renouvelables et aux véhicules écologiques. Fabien Bonilla vous propose un tour d'horizon des différents stands présents. Une 12e édition et une nouveauté, les exposants sont situés pour la première fois sous la grande verrière du Grimaldi Forum. Une façon de présenter au mieux les produits et services des exposants avec des stands dédiés aux énergies renouvelables mais aussi aux véhicules propres, qu'ils soient urbains ou sportifs, qu'ils soient contemporains ou futuristes. Parmi les différents stands, Clean Energy Planet, cette société conçoit, fabrique et distribue un système de charge breveté pour les vélos électriques en libre service. À Monaco, 15 stations sont déjà installées. C'est une avant-première, c'est ce que l'on présente aujourd'hui à Ever. C'est une station qui a deux têtes. D'un côté, de prendre les vélos comme sur une station classique, mais de l'autre aussi, charger son véhicule en 22K, donc une charge relativement rapide. Si les véhicules écologiques commencent à bien se développer sur Terre, c'est un peu moins courant en mer. Alors justement, ça va changer. C'est le constat qu'on a fait, c'est pourquoi le maritime et le fluvial n'avaient pas encore passé le pas. Et en fait, on n'a trouvé aucune raison à ce blocage technologique. Donc on s'est lancé il y a un an en disant voilà, il faut redynamiser les berges, qu'elles soient fluviales ou côtières. Il faut montrer que l'électrique est possible en mer. Alors on propose des services nautiques 100% électriques qui vont du service aux particuliers aux professionnels du tourisme de luxe et plus loin là-bas à toutes les villes et professionnels du tourisme qui veulent proposer une expérience unique complètement électrique pour leurs clients d'exception. Ces bateaux ont une autonomie d'une journée de balade avec des moteurs allant d'environ 45 à 250 chevaux. Véhicules écologiques mais également énergie renouvelable, on pourrait pourquoi pas voir pousser dans un avenir proche des éoliennes urbaines. Le principe, c'est de venir se poser sur les toits plats de bâtiments. C'est particulièrement performant dans les vents perturbés qu'on retrouve en ville. Donc c'est vraiment notre cœur de cible, c'est le bâtiment à énergie positive, le bâtiment passif ou à énergie positive. Et c'est une des solutions avec le photovoltaïque pour apporter de l'énergie dedans. Si on parle d'un bâtiment style bureau, ça va être 5 à 7 postes de travail. L'énergie nécessaire à 5 à 7 postes de travail. Pour une famille, quelque chose qui parle à tout le monde, c'est dans une maison BBC, c'est entre
la moitié et 2/3 de la consommation d'une famille de 4 personnes dans une maison BBC. Et sa grande particularité, c'est l'éco-conception. On veut en faire la première machine qui n'a rien coûté en CO2 à la planète. C'est le premier système de production d'énergie qui ne coûte rien en CO2. Donc on utilise des composites à base de fibres de lin, ce qu'a en main mon collègue, on voit la fibre de lin. L'aluminium est recyclé, on travaille en circuit court autour des Hauts-de-France, dans la même région. Que des fournisseurs dans la même région, très proches les uns des autres. On assemble tout sur place, on met ça sur un camion avec une grue et le camion vient poser ça sur le bâtiment. Donc on réduit l'ensemble des coûts, on réduit les coûts en CO2, le coût en argent et on produit de l'énergie au cœur même du bâtiment. Voilà pour l'exposition sous la verrière, avec une 50aine de stands environ. À l'extérieur, il est également possible d'essayer des véhicules avec le système Ride and Drive. Le salon Ever, c'est aussi de nombreuses tables rondes, des conférences scientifiques. Plusieurs entités sont mobilisées pour le bon fonctionnement de ce salon, entre autres MC2D, la Fondation Prince Albert II, le gouvernement, la SMEG, pour découvrir les différents modèles que l'on peut conduire et pour mieux comprendre comment atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Rendez-vous au Grimaldi Forum, vous avez jusqu'à jeudi fin d'après-midi. Le ministre d'État était à la rencontre des forces de police ce lundi à la Sûreté publique. L'occasion de rappeler que la sécurité est indissociable de l'image de la principauté et qu'elle est au cœur de son attractivité. Le reportage de Vanessa Dessy, Orazio Gagino et Éric Pocoy. Elle permet la coexistence pacifique des communautés, quelles que soient leurs origines et leur religion. La sécurité en principauté reste un sujet de mobilisation permanent pour le gouvernement princier. Tous les moyens sont mis en œuvre pour continuer à faire de la sécurité l'un des fondements du modèle monégasque. La sécurité fait partie de notre identité. Elle est un des éléments de notre attractivité, comme vous le savez. Elle est au cœur de toutes les libertés. C'est probablement la première des libertés. Et la sécurité en principauté, c'est aussi mon message, grâce au travail de toutes les forces de police ici, grâce au travail de tous, sous l'autorité de Richard Marangoni et de Patrice Cellario, la sécurité n'est pas une préoccupation ou un sujet d'inquiétude ou de discussion en principauté. Et il faut que ça reste comme ça. C'est aussi la raison de ma présence aussi ce soir aux côtés de Patrice Cellario et de Richard Marangoni. C'était pour moi l'occasion de dire à quel point le gouvernement princier comptait sur les forces de la sûreté publique pour assurer une vie tranquille aux Monégasques et aux résidents en principauté. Le comportement exemplaire de la sûreté publique à l'occasion du braquage place du Casino rappelle une fois de plus que la sécurité est au cœur de l'attractivité du pays. Le gouvernement princier a récemment pris un certain nombre de mesures afin de continuer à accomplir au mieux les différentes missions des forces de police. Un audit des problématiques de sécurité a justement été lancé l'an dernier. Nous préparons un plan qui s'appelle Sûreté publique 2020. Qui sera une étude, une réflexion sur nos besoins à l'horizon 2020 en matériel, en effectif, face à l'évolution de la délinquance et aux nouveaux risques qui demain menaceront le monde, mais aussi pour lesquels la principauté doit être vigilante. Quoiqu'encore inachevée, cette étude fait apparaître un besoin d'accroissement des effectifs de la sûreté publique. Le gouvernement princier a donc procédé à la création de 9 postes de fonctionnaires de police prévus au budget 2017. En bref, dans le reste de l'actualité. Un premier test d'inversion du sens de circulation du tunnel Albert II a été réalisé ce mardi. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les véhicules en provenance de Fontvieille ont donc pu rejoindre la moyenne corniche dans un premier temps par la liaison marquée, puis par le tunnel Albert II. Depuis son ouverture en juillet 2016, cet ouvrage a permis d'alléger de près de 60% l'axe boulevard Jardin Exotique, boulevard Régnier 3 aux heures de pointe. Autre actualité, à l'occasion des 5 ans de la Fondation Princesse Charlène, l'Office des timbres de Monaco a mis en vente 2 timbres à l'effigie de la Princesse Charlène. Ces 2 photos rappellent les missions de la Fondation qui visent à sensibiliser l'opinion publique au danger de l'eau, enseigner aux enfants les mesures de prévention et leur apprendre à nager.
Théâtre à présent, l'importance d'être constant. Voici le titre de la pièce que vont jouer les comédiens du studio de Monaco au Théâtre des Variétés. C'est mercredi et jeudi, une pièce d'Oscar Wilde. Fabien Bonilla et Thomas Deus ont assisté aux répétitions. Notre feuille de chou locale devrait s'en faire l'écho d'un jour à l'autre. Monsieur Constant Worthing et moi sommes fiancés et nous allons nous marier. Vous devez faire erreur. C'est à moi que Monsieur Constant Worthing est fiancé. L'annonce paraîtra dans le carnet du Morning Post ce samedi au plus tard. Le jour J approche et les comédiens peaufinent les derniers détails de cette pièce dans les locaux du studio de Monaco. Sur scène, 9 personnages pour cette comédie romantique de la fin du 19e siècle. L'histoire se déroule à Londres et à la campagne. 2 jeunes gens, amis, s'inventent des êtres fictifs pour échapper aux carcans sociaux. 2 jeunes filles rêvent d'un grand amour qui répondrait au nom de Constant, d'où le nom de cette pièce, l'importance d'être constant. À cela se rajoute une mère rigide et fantasque, une gouvernante sévère, un révérend atypique, un majordome impassible et un garçon de ferme rustique. Tous ces ingrédients donnent une comédie anglaise aussi douce que déjantée. C'est une histoire d'un grand imbroglio à propos de certains prénoms et de savoir... Voilà, c'est vraiment... ça joue sur les quiproquos et c'est une histoire de prénoms un peu... dans l'Angleterre du début du siècle. C'est une pièce qui est à la base de toutes les comédies romantiques anglaises et que je suis un grand fan de ce genre de film. Et donc, du coup, c'est une pièce que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup Oscar Wilde. Donc c'est pour ça, avant tout, que j'ai eu envie de jouer ça parce que c'est quelque chose de très léger et de très très bien écrit. Et voilà, il y a vraiment un côté anglais qui est vraiment dans la finesse. Hein. Et on ne s'attend pas aux choses qui vont arriver. Ouais, je t'en supplie, tu me le rends maintenant? Oui, mais pourquoi diable ta tante tient-elle à t'appeler son oncle? De ta petite tante Cécilie, avec ma plus tendre affection pour son oncle Jack. Il n'y a pas d'objection, je l'admets, à ce qu'une tante soit une petite tante. Mais pourquoi une tante, quelle que soit sa taille, appellerait-elle oncle son propre neveu? Ça me dépasse. Les comédiens de la troupe du studio de Monaco ont commencé à répéter début décembre. Ce sont des comédiens très investis parce que ce sont tous des comédiens qui ont un travail à côté, donc qui viennent 2-3 fois par semaine pour répéter et qui sont très 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 à l'écoute de ce qu'on peut leur demander, même s'il y a des bons moments de rigolade aussi, mais c'est la pièce qui le veut. Et il y a vraiment des moments où on a très très bien travaillé. C'est des personnes qui sont vraiment investies dans leur rôle et dans le jeu, quoi. L'importance d'être constant a été écrit en 1895 dans une Angleterre austère et conformiste par Oscar Wilde, 5 ans avant sa mort. Vous pouvez découvrir cette pièce ce mercredi et jeudi au Théâtre des Variétés à 20h30. Pardon? C'est moi l'emberlificoteuse? Pas du tout! C'est vous qui insinuez que j'aurais piégé Constant dans des fiançailles. Comment osez-vous? Bien la peine de prendre des airs et de faire des simagrées. Moi j'appelle une chatte un chat. Oh, ça vous va bien de jouer les chatons alors que vous êtes roués comme un vieux matou. Moi je dis bas le masque, mademoiselle. Nous restons dans le domaine de la culture avec la clôture samedi du festival Le Printemps des Arts à l'auditorium Régnier 3. Au programme notamment des ouvertures de Berlioz par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Le récit est signé José Sacré. Ce n'est pas par hasard si Marc Monet a proposé samedi 8 avril un concert de clôture du Printemps des Arts entièrement composé d'ouverture d'Hector Berlioz. Dans la Société des concerts du Conservatoire qui a été créée au début du 19e siècle, dans les programmes que j'ai consultés de cette époque-là, on finissait les programmes par des ouvertures. Et non pas, comme on le fait aujourd'hui, commencer un programme avec une ouverture. C'est très curieux, mais ce sont des habitudes culturelles. C'est-à-dire, ce sont des modes, on ne sait pas trop comment ça arrive, et puis à un moment donné, ça se répète. Berlioz
est tellement riche dans tous les domaines symphoniques, opératiques, etc., que comme nous ne pouvions pas faire d'opéra, j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir un nombre d'ouvertures de ces opéras, et pas seulement de ces opéras, y compris d'œuvres de jeunesse qu'on entend très peu, voire jamais. Donc j'avais envie de finir, de fermer le festival avec des ouvertures. Au milieu de ces ouvertures d'Hector Berlioz, une pièce rare, unique, Rêverie et Caprice, une romance pour violon et orchestre, la seule œuvre concertante de Berlioz. Elle a été interprétée en soliste par Lisa Kerob, avec, comme pour l'ensemble du concert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. C'est une pièce très intéressante parce que c'est Berlioz lui-même qui l'a réécrite d'après un air de l'opéra Benvenuto Cellini. Et il l'a réécrite pour le violon, donc c'est du violon très opératique en fait. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est pas le violon très brillant qu'on a l'habitude d'entendre dans les grands concertos. C'est plutôt un violon dans la peau d'une femme qui chante l'amour. C'est peut-être pas l'heure de faire un bilan, mais quand même, vos impressions sur cette édition? Au fil des années, je dirais, appris au public qu'on pouvait être curieux et qu'on pouvait découvrir tout le temps des choses qu'on n'écoute pas habituellement. Et ce fut le cas dans le festival et j'ai entendu quand même pas mal de choses positives du public. Par exemple aussi au niveau on a pris un risque énorme avec la journée du 2 avril, qui était la journée autour de la création, qu'on a appelée Monaco Music Forum. Pour moi, c'était la première fois que je le faisais et j'ai testé, j'ai vu si ça fonctionnait. Et bien, franchement, ça fonctionnait. Donc, on va pouvoir répéter ça. Et les gens, donc maintenant, sont dans l'attente de quelque chose. Donc voilà, il faut construire un public. Et moi, c'est ça que j'écoute tout le temps. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, belle journée, ciel bleu, quelques nuages isolés. Les températures resteront nettement supérieures au normal de saison. Il fera 15 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés dans l'après-midi. Jeudi, prolongement du beau temps, nuages discrets. Vendredi, peu de changements, large soleil, il fera jusqu'à 21 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps moyennement ensoleillé, mais les températures resteront toujours agréables, avec 15 degrés au lever du jour et jusqu'à 19 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, ciel dégagé au programme. Lundi, la semaine débutera sous un large soleil printanier. Les températures seront très douces. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.